Pavlenko. Elles sont 5400, elles emploient 3 millions de salariés et génèrent près de 30% de la valeur ajoutée de l'ensemble des entreprises. Ce sont les ETI. Nous sommes ce matin avec le coprésident du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Bonjour Frédéric Coirier. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes aussi le PDG du groupe Pujula, leader européen des cheminées et poêles à bois. Alors c'est la fumisterie, mais bon, ça pourrait prêter à confusion. Quand on parle des ETI, Frédéric Coirier, alors quel type d'entreprise? Est-ce qu'il y a qu'une question de taille en réalité? Oui, c'est une question de caractéristiques. Ce sont des entreprises de taille significative, mais qui restent des entreprises à taille humaine. C'est, comme vous l'avez dit, 3,4 millions de salariés, 25% de l'emploi salarié, c'est 33% de l'exportation, 33% de l'innovation. C'est des entreprises de territoire, à peu près 70% des sièges sont en province. Et c'est des entreprises avec des capitaux patrimoniaux. C'est-à-dire que souvent, vous avez des familles, des cadres, des capitaux de long terme, en fait, qui font que ces entreprises sont plutôt des entreprises du temps long. Alors, vous venez de publier une étude, le METI, donc avec le cabinet Stanwell, qui montre que les ETI ont joué le rôle d'airbag de l'économie française ces 15 dernières années. C'est-à-dire depuis la crise financière de 2008. Alors, qu'est-ce qui distingue les ETI des entreprises plus petites et plus grandes qu'elles? Alors, au-delà de ces caractéristiques que vous venez de nous donner. Elles sont... comme je vous ai dit, donc un capital plutôt temps long. Elles sont plus industrielles que la moyenne. 40% des ETI sont industrielles contre à peu près 10% de la moyenne des autres entreprises. Donc elles ont cette caractéristique effectivement d'être donc beaucoup plus internationales. Et ces entreprises, en fait, elles ont des caractéristiques spécifiques que ne reconnaissent pas toujours d'ailleurs les lois, les textes, que ce soit français, européens. Et le fait d'avoir été reconnus nous permet de pouvoir échanger, notamment avec les pouvoirs publics, sur des législations, des textes plus adaptés, puisque très souvent on parle d'ETI comme une grande entreprise, alors que nous ne sommes qu'une fédération de PME ou des PME qui ont réussi à passer à la taille supérieure. Donc effectivement, ces caractéristiques sont aujourd'hui reconnues. L'étude Stanwell, en fait, a montré effectivement, puisqu'elle analyse le comportement des entreprises pendant la crise, et notamment la crise Covid, 2019 à 2021. Qu'est-ce qu'elle montre? D'abord qu'on n'a pas réduit l'emploi, et ça nous a été montré par d'autres études. Nous avons créé de l'emploi net, même pendant l'année 2020. Plus de 300 000 postes. Voilà, 300 000 postes sur la période de crise. Et puis surtout, quand on regarde les 15 derniers mois, 50 000. Donc ça a été extrêmement dynamique. Et puis surtout, on voit aussi que ces entreprises, jusqu'ici, renouvelaient leur équipement. Donc très souvent, l'investissement n'était qu'un renouvellement, une modernisation, alors que sur les 15 derniers mois, on a plutôt augmenté les capacités, créé des nouveaux ateliers. Il y a eu un changement de comportement qui coïncide certainement aussi à des évolutions politiques. Bon, bien évidemment, il y a eu le plan de relance, mais surtout, des éléments comme la baisse des impôts de production ont poussé les entreprises à augmenter leur capacité plutôt qu'à simplement renouveler leur équipement. Et ça, c'est vraiment un changement de comportement intéressant. Alors, comment d'ailleurs se comportent-elles aujourd'hui les ETI au regard de la conjoncture, puisqu'on voit que l'inflation s'installe comme un sujet majeur pour les salariés, mais aussi pour les entreprises. Le pouvoir d'achat des entreprises est également touché à travers l'inflation. Est-ce que tout ce mouvement d'investissement, de la crise opportunité, comme vous venez de nous le décrire, va marquer un coup d'arrêt en perspective de ce qu'on peut appeler déjà une sorte d'hiver économique qui se profile? Alors on voit que le niveau de stress monte effectivement depuis 6 mois, et c'est particulièrement vrai depuis fin mars en fait. Jusqu'à fin mars, on avait des entreprises qui étaient des chefs d'entreprise très optimistes, beaucoup d'investissements, beaucoup de création d'emplois. Bref, on était dans une dynamique extrêmement positive. On voit depuis fin mars la montée des tensions. Alors, elle existait déjà, je dirais que l'inflation, elle existe depuis 15 mois. L'augmentation du prix des énergies, les pénuries aussi, avec la stratégie zéro Covid chinoise, qui a fait qu'on manquait de pièces, par exemple. Bref, on est dans une crise à la fois de l'offre, pas forcément de la demande, mais de l'offre. Et on voit effectivement la multiplication des difficultés. Les comportements d'investissement sont en train de changer. Donc oui, effectivement, on sent que plus on avance, plus ça se crispe, et plus on a besoin d'une certaine forme de visibilité et surtout pas d'immobilisme. Alors évidemment, tout ça n'est pas entre les mains du gouvernement. Il y a des phénomènes, des mouvements de conjoncture internationale sur lesquels l'État n'a pas prise, mais tout de même, il y a ce projet de loi pouvoir d'achat qui se prépare à l'Assemblée nationale dans un contexte politique un peu compliqué, où il n'y a pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron. Comment vous regardez, vous, ces mesures qui se programment pour le pouvoir d'achat? On sait que l'État souhaite mettre à contribution les entreprises qu'ils peuvent, notamment sur le registre des salaires. Est-ce que les ETI peuvent produire cet effort qu'on attend d'elles? Alors nous avons aussi mesuré les comportements des entreprises depuis 2 ans en termes de salaire. Sur 2 ans,
et ça a été étudié sur 1200 ETI, l'augmentation des salaires est de 8,5% sur 2 ans. Donc on est bien dans l'inflation, voire même au-delà. Alors je vous parle des salaires, de l'intéressement, de la participation, toutes les composantes du revenu. On peut même aussi les tickets restaurants, les aides à la mobilité, tout ce qui va accompagner l'abondement, etc. Donc on est sur une augmentation de masse de 8,5%. Donc elles ont fait le job, elles n'ont pas attendu que l'inflation soit là. Après, il y a évidemment des limites qui sont la compétitivité, puisque nous ne sommes pas, la France ne vit pas isolée du reste du monde. Nous avons nos concurrents autour de nous. Elle continue à travailler le sujet. Évidemment, la participation et l'intéressement sont des dispositifs tout à fait intéressants, et je pense que sur l'année 2022, puisque ce sera la participation et l'intéressement de l'année 2021, des résultats, ça devrait être encore positif. On continuera d'accompagner. On est sensible évidemment à la situation de nos salariés, notamment des bas salaires qui sont les plus exposés à l'inflation. Donc je pense qu'il faut évidemment un certain nombre de mesures. Il faut simplement faire attention à ne pas charger trop la barque pour les entreprises qui sont effectivement dans une situation économique, vous le comprenez, de visibilité qui est réduite. On en est encore à vous solliciter votre bonne volonté. Il n'y a pas encore de caractère vraiment obligatoire, même si la pression se fait un peu insistante. Alors, vous avez parlé de la baisse des impôts de production. Ça a été un moteur pour l'investissement ces 2 dernières années. Il est question là de supprimer totalement la CVAE. C'est l'une des composantes importantes des impôts de production, de l'ordre de 7 milliards d'euros. Cela dit, vu la conjoncture qui se profile, il commence à y avoir un débat. Cette baisse d'impôts pourrait se faire non plus en une seule fois, mais étalée sur plusieurs années. Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour les ETI françaises ? Alors c'est plutôt un mauvais signe. Parlons déjà des 10 premiers milliards qui ont été passés il y a à peu près 12 mois. Nous disons qu'il y a déjà un ROI, un retour sur investissement. Ça se voit dans la création d'emplois, ça le voit dans le comportement des entreprises. On parlait tout à l'heure d'augmentation capacitaire, etc. Donc nous voyons que les entreprises ont pris à bras le corps tout de suite cette baisse d'impôt de production. Et les chefs d'entreprise anticipent en plus. C'est-à-dire qu'ils vont faire l'investissement presque avant d'avoir eu déjà le fruit. Il leur faut une visibilité, il leur faut une trace. C'est ce qui va leur donner confiance. Donc c'est pour ça que les 7 prochains milliards concernant la CVAE sera un ROI également. On sait que derrière, les entreprises continueront, ça leur donnera des marges de manœuvre. Nous sommes dans une période d'accélération sur la décarbonation, sur le digital. On a des murs d'investissement devant nous pour se transformer. Ça ne se fera pas par voie de subvention, ça se fera par marge de manœuvre. Donc plus on va donner de l'air aux entreprises, plus elles vont pouvoir investir, plus elles vont créer d'emplois et de richesses. En fait, gérer les revenus et l'augmentation des revenus viendra aussi de tout ce mouvement. Donc effectivement, nous disons qu'il faut le faire tout de suite. Rappelons que l'écart des impôts de production entre la France et l'Europe, c'est 1 à 2. Il y a 80 milliards d'impôts de production en France, 40 milliards en équivalence européenne. Je ne parle même pas de l'Allemagne, ce serait 15. Donc on part de loin. Il faut continuer à aller vers la moyenne européenne. Ça n'est pas faire effectivement un grand pas en avant, c'est une étape nécessaire. Voilà, à bon entendeur. Merci d'être venu sur Europe 1, Frédéric Coirier. Merci à vous. Le coprésident du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Je rappelle aussi que vous êtes le PDG du groupe Poujoula. Merci d'être venu nous voir sur Europe 1. 6h51. Europe Matin. Dimitri Pavlenko. Allez, place à l'innovation.